Alors Fabien a gentiment accepté de nous faire une démonstration. Je vois qu'il sort tout son matériel, mais avant ça, il est aussi très important que nos thérapeutes nous rappellent quelles sont les règles générales du traitement à domicile et de l'autotraitement. Et nous avons demandé à M. David de nous résumer les questions essentielles et les points qu'il considère comme importants. Je vais peut-être vous donner les mots. Voilà, j'étais très embarrassé parce que je ne trouvais pas la page. Nous allons donc parler des quantités qu'il faut raisonnablement essayer de perfuser chez les mortils, les déficients en facteur 8, et puis je dirai un mot de ceux qui sont déficients en facteur 9, pour autant qu'il y en ait dans l'assemblée. Y a-t-il de déficits en facteur 9? Alors, vous voyez qu'en fonction du type de saignement, soit un saignement mineur, un petit saignement débutant, quelque chose qu'on sent venir, soit un saignement conséquent, pour lequel on a généralement un peu tardé, soit un saignement au risque, et nous allons définir ce que c'est, eh bien il faut essayer d'obtenir des quantités de facteurs 8 en circulation pendant la période critique qui sont très différentes, puisqu'il faut au moins 20% pour un mineur, et puis 30 à 40% pour un plus important, et pour un saignement au risque, 50 à 100%. Et donc les doses peuvent être grosso modo évaluées par kilo, et je vous demanderai de regarder particulièrement cette rentabilité de la perfusion qui, en matière de facteur 8, pas de facteur 9, mais de facteur 8, et donc l'unité kilo augmente grosso modo, c'est très approximatif, le taux de facteur 8 circulant de 2%. Ça c'est l'augmentation, je dirais, optimale. Et puis, cette quantité de facteur 8 va diminuer progressivement en fonction de sa durée de vie dont nous allons parler dans un instant. On peut également calculer la dose administrée en fonction du poids du taux attendu. Je ne vais pas m'éterniser sur ces formules qui sont en fait très simples et je pense qu'on pourrait les faire paraître en forum, de telle sorte que vous ayez le temps de les examiner parce que finalement elles sont fort simples. Vous voyez que les doses s'administrent en fonction du type de saignement et en fonction du poids. Donc ce n'est pas la même chose chez un enfant ou chez un adulte. Nous pourrons y revenir s'il y a des questions par la suite. Pour le facteur 9, eh bien, la rentabilité de la perfusion est moins bonne. Je vous ai dit que pour le facteur 8, une unité par kilo donnait en principe une augmentation de 2%. Bien, pour le facteur 9, ce n'est que de 1%, parce que ce facteur 9 circule moins longtemps dans la circulation, en réalité, et va plutôt dans les espaces dits extravasculaires. Mais vous voyez que le principe est exactement le même, c'est le même cliché, la même chose près, en fonction des indications plus ou moins importantes, et en fonction du poids, on va augmenter les doses. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, quel que soit le poids, et quel que soit la pathologie. Alors quel est le nombre qu'il faut perfuser, le nombre d'unités qu'il faut perfuser, le nombre de traitements, de perfusion par traitement? Faut-il les répéter? Faut-il ne les faire qu'une fois? Faut-il répéter tous les jours? Ou bien plusieurs fois par jour? Eh bien, cela demande de prendre en considération ce qu'on appelle la demi-vie du facteur qui a été perfusé. Cette demi-vie, donc, c'est le temps nécessaire pour que 50% disparaissent de la circulation. Eh bien, vous voyez que la vie du facteur 8, elle est relativement courte. C'est 8 à 12 heures, grosso modo. Elle est plus longue pour le facteur 9 de plus ou moins 20 heures. Autrement dit, lorsqu'on perfuse du facteur 8, idéalement, c'est 1 à 2 perfusions par accident hémorragique mineur, ici, à 8 ou 12 heures d'intervalle. C'est mieux que de faire un jour et puis le lendemain. Par contre, quand il s'agit du facteur, ça peut être 24 heures d'intervalle, parce que la durée de vie est, comme vous le voyez, plus longue. Il est bien évident qu'en cas d'hémorragie de moyenne importance, c'est-à-dire si les choses ne s'arrangent pas, eh bien, il va falloir perfuser pendant plusieurs jours à ce rythme, pratiquement de toutes les 12 heures, ce qui est mieux que toutes les 24 heures pour le facteur. Et bien sûr, en cas d'hémorragie à plus haut risque, et nous allons voir ce que c'est, il ne faut pas chipoter chez soi, là vraiment s'adresser à l'hôpital où l'on peut recourir à des perfusions qui sont contrôlées de plus haute quantité, éventuellement à des perfusions continues. Alors, je crois que
la prophylaxie peut beaucoup aider. La prophylaxie, c'est-à-dire le traitement est indiqué lorsque les hémorragies seraient faites de façon anormalement fréquente, souvent au niveau d'une même articulation, un mauvais dos, une mauvaise cheville, lorsque vraiment ça se répète, ce qui se voit dans le carnet de bord, où en principe les accidents doivent être notés, eh bien là, il y a indication à couper court, c'est-à-dire à faire une prophylaxie. Ou bien lorsque, trop souvent, des hémorragies successives, en endroits différents, surviennent, par exemple, environ 10 fois par an. Et à ce moment-là, plutôt que d'attendre qu'elles surviennent, on réalise une prévention. Alors cette prévention, c'est de petites doses, habituellement 15 à 20 unités par kilo pour le facteur 8, un peu plus pour le facteur 9, mais le facteur 8 ayant une demi-vie relativement courte, c'est 3 fois par semaine, et pour le 9 fois par semaine. Je crois qu'il ne faut pas non plus négliger un produit dont on vous a certainement plusieurs fois parlé dans le forum, qui est l'hexaxile, qui est un produit antifibrinolytique, donc qui empêche le caillot, qui est déjà fragile au départ, de se liser trop vite, de se digérer trop vite. C'est donc l'hexaxile qui est disponible en comprimé, notamment de 150 à 500 mg, et votre médecin peut le conseiller. C'est une bonne prophylaxie, non pas, ça c'est souvent là il faut des perfusions, mais lorsque chez quelqu'un qui n'a pas trop d'ennui, il y a pratique de sport, d'exercice physique, de soins dentaires, du moins sur certaines réserves, ou lorsqu'on décide de sortir ou de voyager, la mise sous exercice est facile et peut apporter certainement une prévention, je dirais, modeste. Alors, tout ça nous conduit à parler de l'autotraitement, parce que, comme on l'a souvent dit, ce qui importe, c'est que l'hémophile prenne son traitement en charge lui-même le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça lui donne un confort, une indépendance qui est importante à l'époque scolaire, dans la profession, les déplacements, les vacances, etc. Et ça permet surtout, d'un point de vue médical, d'assurer un traitement précoce. Et vous savez qu'en matière d'hémophilie, notamment de saignement articulaire, il vaut mieux aller très vite. Ça permet également d'assurer une prophylaxie 3 fois par semaine ou 2 fois pour l'hémophile B, sans chaque fois devoir recourir au centre, à l'hôpital. Et bien sûr, le résultat ne peut être que favorable, c'est la limitation des lésions et de leur délabrement à long terme. Alors, l'apprentissage, on m'a demandé d'en parler, ça va aller très vite. Au début, bien sûr, quand il s'agit d'un enfant, l'apprentissage doit se faire dans un centre hospitalier en présence des parents. Puis, dès que ceux-ci sont en quelque sorte éduqués, mais à domicile, souvent vers 5-6 ans, parfois plus tôt, ça dépend. L'autotraitement est réalisé, c'est pas tout à fait un autotraitement, mais il est réalisé par les parents à la messe. Et puis, en complète autonomie par l'enfant aux environs de 9 à 10 ans, il faut essayer de le faire participer au traitement avant, de telle sorte que vers 9 à 10 ans, si c'est de scolaire, il puisse assurer lui-même son traitement. Évidemment, assurer son traitement signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire d'abord reconnaître soi-même la gravité des saignements. Alors, la gravité des saignements, j'en ai parlé tantôt, il y a saignements mineurs, débutants, une hématose qui débute, ça commence à faire un petit peu, il y a quelques inquiétudes, un petit hématome superficiel, et bien là on peut faire un autotraitement qui sera court. Lorsque la symptomatologie est plus manifeste, l'articulation devient douloureuse, c'est plus invalidant, l'hématome toujours superficiel devient plus volumineux, mais n'est pas compressif, eh bien là aussi on peut rester chez soi et faire l'autotraitement, mais qui sera probablement un peu plus long. Néanmoins, il ne faut pas négliger d'appeler le centre, d'appeler son médecin spécialiste, si l'évolution n'est pas rapidement favorable. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement hospitaliser, mais on peut l'envisager. En cas de récidive très fréquente, comme je les ai évoqués tantôt, si c'est toujours la même articulation qui saigne, vraiment si les accidents surviennent trop sur le mois, eh bien là il faut envisager une prophylaxie, et ça c'est bien sûr en accord avec le sang. Et pour tout saignement interne, notamment dans les urines ou dans les selles, que ce soit noir ou rouge, là il faut avertir le sang. Et puis, il y a des situations dans lesquelles il ne faut jamais hésiter à se rendre à l'hôpital. C'est la notion d'hématome profond, mais ça on n'en fait pas tellement le diagnostic soi-même. Ça peut être un hématome du psoas, vous savez,
certains l'ont connu, l'ont expérimenté, c'est non seulement très douloureux, mais ça peut donner des paralysies. C'est des hématomes potentiellement compressifs ou fessiers, au niveau de la cuisse, du quadriceps, au niveau de l'avant-bras, notamment chez le petit enfant, parce que ça peut comprimer les structures nerveuses et vasculaires avec des délabrements extrêmement graves. Un hématome au niveau du cou est toujours à craindre, donc toujours hospitalisé. Un choc crânien, même mineur, il vaut mieux aller à l'hôpital. Un gosse qui se donne un coup sur un coin de table, ça peut donner un hématome. Et bien sûr, en cas de toute situation un peu inhabituelle, notamment une pâleur, des douleurs abdominales, quelle que soit la cause, eh bien, il ne faut pas attendre que les choses évoluent mal, il faut se rendre à l'hôpital. Et enfin, pour la majorité des indications, je pense que l'autotraitement peut suffire. Alors, il est aussi très important de connaître les signes d'hémorragie. Et ce n'est pas si simple, c'est facile en théorie, vous savez, en pratique, ça ne l'est pas. Car, bon, l'hématose, c'est un saignement dans l'articulation, mais, comme j'ai écrit en dessous, toute douleur articulaire ne signifie pas nécessairement qu'il y ait des saignements. Les douleurs articulaires, lorsque l'articulation est malmenée par des saignements antérieurs, mais peuvent créer ce qu'on va appeler un rhumatisme, et dans certaines circonstances, par temps, par temps, les douleurs peuvent se réveiller sans qu'il y ait notamment des hématomes. Donc il faut aller vite pour se perfuser, mais il faut quand même rester aussi critique que possible. Donc essayez d'être objectif, ne pas paniquer. Ceci dit, en cas de doute, il vaut toujours mieux perfuser plutôt que de laisser une hématose possible évoluer. Donc, les premiers signes, les hémorragiques les connaissent bien, c'est une gêne, des picotements, une tension actuelle. Et il faut aussi perfuser avant d'aller au stade de la douleur, du gonflement de l'articulation ou du membre. Alors, vous allez avoir tantôt, ici peu d'ailleurs, une démonstration de l'autotraitement. Je ne vais pas commenter ce cliché, mais nous pourrons peut-être le commenter à l'occasion de cette démonstration. Il y a toute une série de recommandations à suivre lorsque l'on se traite soi-même. Comme j'en ai dit un mot tantôt, il ne faut pas négliger non plus les traitements non transfusionnels. Alors, il y a les petits moyens. C'est la compression et l'application de froid. Jusqu'ici, on a beaucoup utilisé les vessies de glace qui se mettaient difficilement, le sac de gel laissé au frigo qui se place difficilement sur l'articulation, et on dispose actuellement d'un appareil qui s'appelle le CryoCup, dont je ne saurais pas vous donner exactement maintenant, mais plusieurs hémophiles chez nous à Liège l'utilisent avec des effets remarquables. C'est donc une manchette qui est réfrigérée, que l'on peut passer autour de l'articulation ou autour de la région musculaire qui est douloureuse, avec un effet antidouleur qui est vraiment manifeste. Je vous ai dit aussi que l'hexacil est un antifibrinolytique, donc qui empêche la digestion du caillot, peut être réduit. Donc ces moyens non transfusionnels peuvent être utilisés même sans perfusion lorsqu'on a affaire à de petits problèmes, saignement externe du nez, évidemment là c'est pas le CryoCup, mais ça peut être la compression, simplement le froid, la perte des dents du lait, des plaies superficielles, ou bien lors d'hématomes sous-cutanés vraiment superficiels. L'hématome, donc c'est pas l'épimose, l'épimose c'est le saignement sous la peau, l'hématome c'est le saignement dans un tissu, en l'occurrence plus souvent dans un muscle. Et donc ça peut s'utiliser seul, mais si vous faites une perfusion, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus recourir au froid, éventuellement à l'acide tranexamique. Mais je crois que j'ai à peu près terminé. Oui, un mot de l'immobilisation qui vous concerne, qui concerne évidemment ceux qui font l'autotraitement. Eh bien, l'immobilisation, c'est seulement en cas de saignement conséquent qu'elle peut être nécessaire, notamment si le traitement est tardif. Alors il y a le bandage antalgique, et là, encore une fois, le bandage à froid par CryoCup est certainement très indiqué. Il ne faut pas qu'il soit trop compressif, parce qu'il peut empêcher la circulation de ce type. Lorsque l'on met une attelle, pour reposer le membre, il faut toujours bien veiller à ce que le membre soit en fonctionnel. Il ne faut pas mettre l'attelle n'importe comment. Donc là, je crois qu'il vaut mieux peut-être recourir au médecin. Et de toute façon, l'immobilisation complète doit être très courte, avec une rééducation le plus tôt possible après la phase aiguë, d'abord par mobilisation passive,
fait par le kiné, et pas par n'importe quel kiné. Généralement, celui qui suit l'hémophile finit par bien connaître la maladie, et puis une rééducation par mobilisation. Tout ça pour finir sur le carnet de bord, ce fameux carnet de bord qui n'est pas toujours facile d'obtenir et qui va nous renseigner, qui finalement permet à l'hémophile de savoir où il en est et d'avoir un dialogue productif, fructueux avec le médecin qu'il consulte, pour ne pas donner des informations en vrac. Dans ce carnet de bord, il y a la date, l'éducation des segments, l'identification du produit, du facteur 8 ou du facteur 9 qui a été utilisé, avec le numéro du lot que l'on peut coller, le nombre d'unités perfusées, l'efficacité. J'ai mis un petit 1 parce qu'en cas de perte d'efficacité, ça peut signifier qu'il y a un anticorps qui apparaît. Et enfin, les effets indésirables qui sont de plus en plus rares, mais il peut y avoir des frissons, enfin, il peut y avoir un état de malaise, des palpitations, c'est vraiment de plus en plus rare, mais enfin, il faut le nommer. Et surtout, il ne faut pas garder ce carnet de bord chez soi. À chaque visite médicale, il est important donc de l'amener pour avoir ce réel dialogue. Parce que les effets indésirables du traitement existent. Ce sont de rares manifestations, dites allergiques, palpitations, frissons, je viens d'en dire un mot, éruption cutanée, c'est quand même très rare. Quelques-uns, quelques cas rares. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'apparition d'anticorps anticoagulants, donc les facteurs 8 avec l'anticorps, qui vont diminuer parfois de façon dramatique l'efficacité des perfusions et nécessitent un tout autre traitement dont nous ne parlerons pas. Donc tout ça, il faut le marquer dans le carnet. Alors, dans une lettre que j'ai reçue de l'association, on m'a parlé des déficits, on m'a demandé de dire un mot des déficits en facteur 9. Je l'ai ici, simplement le fait que les allergies au facteur 9 peuvent survenir très très tôt, notamment chez le tout petit enfant, après la première injection de facteur 9, et ça peut se traduire par des conséquences assez dramatiques, ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est rarissime. Enfin, il faut savoir que si vous avez un petit hémophile B déficient en facteur 9 dans votre famille, il faut être très prudent au débutant et toujours le faire à l'hôpital. Ce qui est évidemment presque toujours le cas. Et puis, ceci c'est la dernière. Faut-il, lorsqu'on est en autotraitement, lorsqu'on est devenu autonome, qu'on connaît bien cette maladie, faut-il encore recourir à des visites médicales, en dehors des grands accidents qui nécessitent l'hospitalisation? Bien, je crois que la visite médicale est justifiée au centre, en tout cas, à peu près tous les 6 mois. Disons 6 mois, 1 an, c'est fort variable en fonction de la symptomatologie. Pourquoi? D'abord, je crois que le médecin doit prendre en compte des plaintes diverses et cas général. Je ne vois pas pourquoi l'hémophile serait moins bien soigné qu'un autre en matière d'hypertension, de diabète éventuel, enfin de tout ce qu'on veut, risque infectieux. Donc c'est un examen général. Ça ne veut pas dire qu'il faut procéder à un examen clinique fouillé, mais au moins avoir une discussion, une analyse. C'est également s'informer des médicaments antidouleurs qui sont utilisés. Et très souvent, nous avons affaire à des hémophiles qui dérapent un peu en utilisant trop souvent des produits comme le Valtran, comme le Détromarine, ce qui peut créer une accoutumance. On en prend de plus en plus, on en a de plus en plus besoin. Ça peut également créer un état dépressif. Ça rend assurément moins performant dans l'activité professionnelle. Nous avons vécu comme ça des cas dramatiques. Il est très difficile de faire marche arrière. Donc il faut que l'on reste très alerté quant aux médicaments antidouleurs qui sont utilisés. Et puis bien sûr, on prend en considération les fonctions articulaires. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des radios chaque fois, mais je pense que tous les 6 mois, 1 an, il est bon de savoir où on en est. On réalisera également des contrôles biologiques. Pas le taux du facteur 8 ou du facteur 9, qui reste en principe le même. Mais la recherche d'un anticorps, c'est rare, mais ça peut survenir. Ça peut notamment survenir avec de nouveaux produits, même s'ils amènent un plus, qui a toujours une incertitude de sauter. Surveillance virale, on l'a saisi au cours des dernières années, bien que les infections virales soient maintenant apparemment plus rares en tout cas, et surveillance des tests hépatiques, puisque malheureusement, bon nombre de nos hémophiles ont quand même des C, donc il faut surveiller l'évolution. Ça n'empêche pas d'autres contrôles habituels, notamment le taux de fer, la tête d'hémoglobine, etc. Et en cas d'hépatite C, il y a encore quelques contrôles supplémentaires à faire. Donc tout ceci pour dire que
Même en cas de grande autonomie, c'est toujours souhaitable, un examen tous les 6 mois à un an me paraît utile au centre. Je vous remercie. Peut-être vous mettre ici, Monsieur David, si vous voulez bien. Oui. Vous avez un micro aussi. Je vous remercie, Monsieur David, pour la clarté de ses propositions et de son exposé. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que l'effet, je dirais, le plus pervers de l'autotraitement soit que l'hémorragie échappe évidemment au contrôle médical. Parce que sans ça, comme je pense à lui, Monsieur David, il peut y avoir des dérapages. Il n'empêche que l'autotraitement a transformé notre vie. Et que grâce à ça, eh bien, nous avons beaucoup plus d'autonomie. Alors Fabien va nous faire une démonstration là, hein, que nous allons commenter. Et il faut poser des questions, il faut regarder grâce à René Corvillel. On a une magnifique vidéo ici, et je voudrais le remercier. Fabien, tu as quel âge là? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans. Oui. Tu te perfuses depuis quand toi-même? Ça doit faire 7 ans, je pense, oui. Depuis l'âge de 7 ans? Non, depuis l'âge de 8 ans. Je crois que j'ai essayé une fois à 8 ans, et oui. Puis c'était au camp d'Arlon. Oui. Et j'ai plus rien fait pendant un an, et l'année d'après, j'ai recommencé de temps en temps, quand j'avais envie. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est que j'allais en vacances chez ma tante, et que là, ma mère ne pouvait plus me piquer, donc il fallait aller tous les 2 jours chez le docteur, et ça m'ennuyait beaucoup, donc... t'es dit que je vais faire ça moi-même. Voilà. Je me suis entraînée pour l'année d'après, je l'ai fait tout seul. Bien. Et maintenant, je le fais toujours. Tu fais de la prophylaxie? Oui, tous les 2-3 jours. Les 2-3 jours. Tu fais ton injection quand? En général le matin, mais c'est une bonne chose. Avant de partir à l'école, mais bon, comme tout le monde, le matin on est toujours en retard, donc ça se fait parfois aussi en rentrant. Oui. Comme tu sais, je sais pas, M. David pourrait peut-être commenter, ça il est peut-être plus logique de la faire le matin que le soir, son injection quand on fait un traitement préventif, puisqu'on a quand même, ce que vous en pensez? Ça marche? Oui, ça fonctionne. Oui, je pense qu'on est plus sollicité pendant la journée, en pratique la nuit, à moins d'avoir des nuits vraiment très difficiles. Non, c'est exact parce qu'il y a des enfants qui se perfusent le soir et c'est probablement plus logique. Oui, puisque l'amnésie est de 8 à 12 heures, comme on l'a dit. Donc les forts taux sont là pendant la journée, donc c'est peut-être un point important. En fait, bon, maintenant c'est plus mon cas, mais quand j'étais plus jeune et que mes veines étaient encore toutes petites, elles sont plus sorties le soir après le repas que tôt le matin, donc c'est facile à faire le soir que le matin. Et tu vas nous dire comment on fait sortir les veines, parce que c'est important. Oui, mais même si on les fait sortir, quand elles sont petites quoi. Nos réponses à tout, on a dit, c'est bien. Allez Fabien, tu vas nous expliquer. Pourquoi tu as un essuie-glace? Ça sert à quoi ça? Parce que je ne savais pas sur quoi j'allais le faire, donc c'est propre, c'est clair, ça vient de chez moi. C'est bien. Tout frais, tout propre, tout lavé. Alors, bon, forcément, on commence par... T'as lavé autre chose que ton essuie avant de commencer? Non, mais j'allais le faire. En fait, j'allais me laver les mains. Ouais. On peut le faire avec du savon, mais comme je doutais qu'il y a un évier au milieu de la scène pour que je puisse le faire, j'ai pris des petits mouchoirs désinfectants avec moi. Formidable. Formidable. Puis ensuite, oui, comme ça c'est bien désinfecté, c'est plein d'alcool, c'est tout propre, sans microbes, je le fais là-dessus après comme ça, c'est net. Parfait. Alors, bon. Hein? Des petites boîtes évidemment. Tu n'as parfois besoin de plus d'un flacon? Mais normalement, ça dépend. Bon, je m'injecte entre 850 et 1000 unités. Si on me donne 300, il va falloir que j'en fasse 2. Quoi. Mais comme c'est des seringues de 20 millilitres, en général, ça pose pas de problème puisqu'on fait 100 000 fois. Ça arrive souvent que tu n'as pas la dose pour un seul flacon? Non, souvent, mais... La plupart du temps, tu as... En général, ils savent commander, donc si on demande suffisamment à l'avance, on a... Non, si, comme je disais, on est toujours en retard, si on est en retard, on est pour... Il faut commander ces produits à temps. Tu as raison de faire ce commentaire. Oui. Voilà.
je me suis fait engueuler la dernière fois, n'est-ce pas? Ouais. Parce que j'avais demandé, il m'en restait plus beaucoup, et il m'a dit que, Fallait s'y prendre à temps. voilà, mais que j'avais de la chance parce que ce soir-là, il avait. C'est bien. Donc, Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? j'ai les 2 flacons. Hein? Alors, on les capsules protectrices. Puis, on a eu la gentillesse de nous donner des petits mouchoirs désinfectants avec, alors ce serait dommage de ne pas les utiliser. C'est vrai? On va prendre un. Et puis, on va bien frotter, évidemment. Ouais. On prend l'aiguille qui sert à transvaser, Oui. l'eau dans le facteur 8, et on commence par piquer la petite dans l'eau. La petite dans l'eau. Oui, parce effectivement. que si on pique d'abord dans le facteur 8, ça ne va pas dans la mesure où il sera plus sous vide, donc enfin, là c'est attiré parce que comme c'est sous vide, l'eau y va. Tout à Si fait c'est raison. plus sous vide, ça n'ira plus. Si par hasard le flacon n'était pas bien sous vide, ou Voilà. que ça n'allait pas, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, en général, je ne l'utilise pas parce que s'il n'est pas sous vide, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, il y a pu y avoir une fuite ou un truc. Et, bon, si ça fait 3 semaines qu'il y a de l'air, d'un vilain petit microbe dedans, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ce serait très bon de s'injecter en intraveineuse. Hein? Tu le gardes Ah. au frigo, ton produit? Oui. Oui. C'est ça. Tu gardes l'eau au frigo aussi, ou bien tu... Non, juste les petits. C'est ça. Le facteur 8. Comme ça, l'eau n'est pas trop froide. Ouais, le reste, oui, donc ça, Quand oui, c'est vrai que Sinon, c'est qu'est-ce qui se assez passe? désagréable quand on s'injecte un produit Ouais. bien froid dans le bras, ça nous congèle tout et Ouais, ouais. ça met du temps à se réchauffer. Puis je crois que c'est plus difficile à dissoudre aussi, hein, comme tu sais. La poudre, Ah, si oui. si l'eau est froide. Donc, Moi, je ne sais pas si l'eau est froide, si ça joue beaucoup, mais ce que je sais, c'est que quand j'amène les produits de vacances, s'ils ont beaucoup voyagé là, ils sont plus durs à être dissous. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. quand même comme ça. Ben, je crois que c'est une bonne idée, tu as tout à fait raison de garder tes flapules, Oui. celle-là au frigo et l'eau à Voilà. température normale. Puis on remplit le petit carnet de bord pour l'amener chez le médecin, comme on vient de dire, Tu es un parfait élève. 5 minutes. Alors, Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous expliques? on prend les étiquettes qui sont jamais à la bonne taille, on les met Toc. là où on est censé les mettre. Ouais. Et puis, comme il oublie évidemment de mettre la moitié dessus, il faut mettre le nom d'unité, C'est bien, c'est bien. la date, C'est le 18 octobre. Ça, tu peux pas leur reprocher de ne pas l'avoir mis. non, bien sûr, vous aurez eu du mal à marquer qui le fait et si C'est c'est Fabien. préventif curatif. J, c'est Fabien, ça. J, c'est je. C'est je. C'est je. C'est je Et qui M, dit. c'est moi. Et M, c'est maman. C'est formidable. Et tu marques préventif. Oui, enfin, je mets une petite croix dans la colonne Oui, préventif. bien sûr. Et puis, bon, après, on planche pendant 3 minutes. Si vous voulez poser des questions pour faire passer le temps, c'est le moment. Monsieur David, tu as une question à poser? Quand tu vas en vacances, comment conserves-tu Le micro, monsieur. Oui, quand tu vas en vacances, comment conserves-tu ton facteur 8? Ben, on fait du camping et on a un petit frigo qui branche sur la batterie de la voiture ou sur une bonbonne à gaz et on met le facteur 8 dedans. Il est nécessaire de le maintenir froid. C'est très mauvais de le laisser chauffer au soleil, je crois, mais Oui, ce ne serait pas conseillé. donc, tu le maintiens à froid. Oui. Il y a une tolérance. Oui, en fait, je pense que vous avez raison de préciser. Mais c'est vrai qu'en vacances, en général, on va dans le pays chaud. Mais bon, ça dépend. Si on part pour 3 jours, c'est pas très grave. Mais si on part pour 4 semaines et que pendant 4 semaines, il reste à 15 degrés, je sais pas si c'est très compliqué. Si tu pars pour un jour, Si je pars pour un jour, mais si Tu je prends du sais, facteur si je 8 ou sais pas que je vais l'utiliser, je vais pas prendre quelque chose pour le garder officiellement, mais non, mais si tu pars un jour à la mer, tu prends du facteur 8 ou pas avec ça? oui, en général, enfin, ou je fais une piqûre avant de partir le matin. Oui, parce que si c'est le ton jour de prophylaxie, oui. Mais si c'est pas le jour, je prends avec. Oui, je pense que ça c'est très pertinent. Même pour une journée, on peut avoir un accident hémorragique et se trouver à 100 km de chez soi et Oui, donc on aurait être en l'air. difficulté. Si on est sur une autoroute perdue à 200 km de l'hôpital le plus proche, nous dirons Ça peut-être arrive pas en ce qu'on Belgique, fait. tu sais, mais... Oui, ça Non, par mais- contre, oui.
Mais bon, quoi, on sait Tu as jamais. raison, il faut préparer, c'est tout à fait raison. Quand on arrive à l'hôpital, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand on allait à l'hôpital, parfois, on pouvait mettre 2 heures avant de Tout à fait, s'amener avec le médicament. tout à fait. Donc il faut avoir toujours son produit sur soi. Voilà, parce que sinon ça, On quitte son domicile. c'est dommage de toutes les articulations d'air avec la technologie d'aujourd'hui. C'est tout à fait raison. Là, C'est dissous? il y a plus ou moins dissous, donc je reprends la même qu'avant, que je n'avais pas tout à fait enlevé, comme ça elle reste bien humide et plein d'alcool. Je redésintègre une deuxième fois, on ne sait jamais. On prend, enfin moi je prends la prise d'air, comme ça, quand Ah, je c'est le encore la prends, prise d'air. oui, quand je le prends avec la seringue, c'est plus facile de le tirer si l'air rentre que si c'est ouvert. Hop, la prise d'air. Là. On ouvre la seringue, forcément. Fais attention à ne pas toucher tous les embouts, Bien. tous les bouts de... Là, on range bien, sinon on va dire qu'il rentre. Et voilà. Tu aspires. Là, Donc ça, c'est une aiguille filtre, évidemment. oui, Pas question d'utiliser à ce stade-ci une autre aiguille, évidemment. non. Tu as des aiguilles filtres de réserve, si par hasard elles tombent ou... Oui, c'est-à-dire que bon, Tu vas me ça dire, m'est tu prends ça évidemment dans le déjà flacon, arrivé oui. d'avoir des problèmes. Il y a eu des aiguilles qui étaient mauvais sens ou qui étaient très mal bidotées. Ouais. Et bon, dans ce cas-là, on n'utilise pas forcément, on va Ouais. chercher un autre set d'administration et on Ouais. garde Très bien, tout le reste. très bien. Tu prends bien tout ça Ah. coûte. Oui, comme dit. Tout est prêt. Oui. Pas encore. Non. Bon, je vais lire d'abord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu chasses les bulles? Oui, c'est... Voilà, c'est les petites bulles, ça. C'est dommage de se l'injecter. Une toute petite bulle, mais je veux pas trop mal, monsieur le but. Non, mais faire bien, ça sert. C'est très bien ici. C'est bien, c'est pas bien. Ouais. On va dire que c'est bon. Oui, sinon... Voilà. Tu emploies toujours la même veine? Non, j'ai 5 veines. On tourne tous les jours, ça 2 jours. Ça c'est formidable. Tu dois être une exception, parce que moi je crois qu'on utilise... La majorité utilise toujours la même veine. Ce qui n'est pas bien en fait. Tu as tout à fait raison d'utiliser des veines différentes. Mais, oui, mais enfin, Tu sais je sais expliquer? pas. Chez les autres, je sais. Oui, donc ici, on met le petit truc et on enlève l'air qu'il y a dans le tuyau. Ouais. Et ça fait quand même beaucoup d'air, ça fait une très très grosse bulle, ça. Oui, c'était quoi la question? Je ne sais plus. Non plus. Si, pour... tu changeais de veine. Tu dis que tu Oui, expliquais? oui, parce que sinon elles s'abîment très fort et au plus elles sont abîmées, au plus c'est dur de sticker puisqu'elles deviennent raides. C'est dur de rentrer dedans. Oui. Alors, Il n'y a plus qu'à expliquer non plus. oui. Mais en fait, personnellement, moi, ce qui me dérange le moins, c'est de me piquer. Ce qui me dérange le plus, c'est de devoir mélanger les plombs, les temps, les graines. Quand on est pressé, ça va, on doit attendre 20 minutes. Ouais. Quand on se pique, au moins, Ça, c'est faire ton- attention, on a quelque chose à faire. Ça c'est ton garrot. Voilà, ça c'est mon super garrot que ma chère maman m'a acheté. Très pratique, Voilà. évite de faire partout. Tu veux faire quoi, lui? Il y en a plein de nœuds partout. Parce que sinon faire les nœuds avec les dents, ça c'est pas très facile. Non, Donc, pas on bon va- pour les dents. Ah oui, non, ça va pas d'abord. D'abord ouvrir la compresse parce que c'est très gênant quand on a fini de se piquer et que la compresse n'est pas encore ouverte. Très juste.
tu te procures tes compresses? Mes compresses, mais ma maman est une pharmacienne. Quand il n'y a plus de compresses, on lui dit ça ramène des compresses ce soir, et le Très soir, bien. le petit paquet arrive avec Très des bien. petites compresses. Fantastique, dedans. fantastique. Alors pour ceux qui n'ont pas une maman pharmacienne, c'est effectivement la pharmacie qu'on peut trouver. Oui, voilà. Alors, j'utilise les petits tampons que j'ai gardés en réserve. C'est des boulevards. Désinfectés. Ce sont des boulevards. Là, des boulevards. Ouais. Oui, c'est plus les petites veines. Les veines d'homme, Donc, ça va. voilà, si elles ne sortent pas, on fait un On fait peu, un ouvrir, pompe un fermer petit la peu, main, voilà. on compte. Voilà, tu fais comme chez toi. Là, on vérifie une fois qu'il Ouais. n'y a pas d'air dans le cuivre. On dégage le passage. Et on se met plus ou moins en parallèle à la veine. Ouais. Et assez rapidement, on pique dedans. Et si on est suffisamment en parallèle, on avance encore un peu comme ça, on est sûr qu'elle ne On est ressort sûr pas. qu'elle ne ressort pas. On détache avant tout le garrot, parce que sinon quand on essaye d'appuyer sur la seringue, c'est C'est le compliqué. fisseur à côté. Et ça fait des taches. Suppose que tu n'aies pas eu du sang et que tu n'étais pas sûr d'être dedans. Qu'est-ce que tu fais? Mais alors, au lieu d'appuyer sur la seringue, je tire un peu et il est censé arriver. Parfait. Et S'il s'il s'en n'arrive arrive pas, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu alors chipotes un je ne peu? suis pas dedans, donc je cherche. Et si vraiment ça ne va pas, c'est toujours... Bon, quand on commence à piquer, la veine s'en va. Donc, si ça ne va pas du tout, on essaye de reculer pour voir si on n'a pas transpercé. Oui. Sinon, on enlève et on recommence ailleurs. Et tu remets ton garrot quand tu veux réessayer dans ta veine, ou bien tu fais ça comme ça? Et je change de bras. Oui. Je mets, bon, j'appuie un petit peu, mais comme en général, je n'ai pas été dans une veine, ça coule pas beaucoup. Je mets un sparadrap à la rigueur. Et puis, je vide dans une autre veine. Quand tu vas dans une autre veine, tu changes de papillon. Oui. Qui sont... Je pense que Il c'est y a une bonne idée. un produit dessus pour qu'il glisse. Oui, Et c'est si juste. on essaie de piquer une deuxième fois, il glisse plus. Et puis, une fois que c'est sorti, une fois que c'est passé une fois par la peau, on peut avoir éventuellement embroché Oui. un microbe de la peau, donc il y a intérêt à changer, Oui. effectivement. Tu fais ton injection en combien de temps? Répondre, Le plus Validité. lentement que j'ai de faire, Monsieur David, il faudrait faire l'injection en combien de temps? Un chiffre raisonnable. 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'est plus ou moins ça peut être que- moins. Mais vraiment. On dit 10 millilitres par minute, c'est ce qui est écrit. Mais il vaut mieux aller un peu plus. Je pense que non. Je pense que 2 minutes, c'est réaliste. 2 minutes, 2 Ouais, minutes. C'est long que ces 2 minutes. Tu n'as jamais de réaction comme ça quand tu t'injectes? non. Mauvais goût dans la bouche, tu vois? Non, enfin, parfois, quand c'est froid, on le sent passer. Donc, bon. Sinon... Tu emploies toujours ces aiguilles-là? Oui, maintenant, oui, en fait, avant c'était des aiguilles vertes, ça c'était un peu gros, donc on achetait des bleus, mais maintenant que c'est des bleus, c'est, en général c'est assez fin, sauf si on a des très petites veines, mais pour moi ça va. Parce qu'au plus l'aiguille est grosse, au plus ça fait un gros trait, Oui. au plus ça met du temps à cicatriser. Un autre petit avantage d'avoir une fine aiguille, c'est que le câble de connexion est plus fin et donc tu perds moins de Oui. produit aussi quand tu vas terminer ton Forcément. injection. Donc il y a moyen, pour certains produits en tout cas, d'obtenir des butterflies, je pense à la Croix-Rouge aussi, d'obtenir des butterflies plus petits si on le souhaite. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On mettra dans un des prochains forums par les bons conseils sur les doses de M. David, donc il nous la laissera assez transparent, il veut bien. On donnera un numéro de téléphone ou deux où on peut se renseigner pour avoir des aiguilles plus petites. Parfois c'est utile. Et donc c'est au camp que tu as appris tout ça? Oui.
C'est au camp que j'ai appris et c'est moi qui me suis entraînée. C'est ça. Avec ta maman d'abord? Oui, comme ça, quand je mets à côté, maman, C'est ça. maman, quoi? Là. Et tu peux indépendamment utiliser la main gauche ou la main droite? Bonne question. Oui, ça pose. C'est pas une manipulation très difficile, donc... Et quand tu as trop grand point, tu peux Mais Donc il y a deux. j'ai un trou dans la main gauche, un trou dans la main, deux trous dans la main droite et un dans chaque bras. Ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve. Donc, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Ça, c'est gentil. Les étudiants me disaient ça. Encore une En fois, fait, bien. ça n'a pas grand chose difficile, je trouve, de se piquer. Non, c'est pas de piquer, c'est tirer l'aiguille sans en mettre partout, je trouve. Ah oui, mais comme je tiens la seringue avec Ouais. ma main droite, j'appuie On a dessus. chacun ses trucs. Donc quand je la lâche, Ouais. ben, ça aspire un petit peu, donc le sang, au lieu de sortir, il rentre. Et puis... Tu pousses longtemps là ou bien je sais pas, 5 minutes, 5 minutes? 5-10 minutes, Ça c'est bien, hein, monsieur Ça, c'est vraiment très bien. que j'ai le courage en fait. Oui, donc on ne doit pas remettre le petit bouchon sur l'aiguille maintenant, puisqu'on risque de se piquer, et Oui. ça peut transmettre des maladies, etc. Oui. Enfin, Si toi tu te c'est piques pas quand conseillé, même, oui, voilà. moi c'est ce que j'ai déjà pensé aussi, mais bon, C'est vrai que dans les hôpitaux, on interdit maintenant à quiconque de remettre les... enfin on m'a dit que cette Les scène, je ne bouchons devais pas sur l'aiguille. remettre le petit bouchon sur l'aiguille, donc je ne remets pas le petit bouchon d'aiguille. Tu as raison. Et qu'est-ce que tu fais de l'aiguille? Je suis censée la mettre dans une bouteille, Oui. mais comme j'ai pas de bouteille, je vais... Et une bouteille quoi? Une bouteille de coca ou... Une bouteille en plastique. Une bouteille en... Oui, vous mettez une bouteille en plastique et puis on la donne Mais en fait, Ah, chez nous, qu'est-ce chez que nous, il y a t'en fais, des ça, gens qui... Enfin, il y a des gens, on a une boîte qui passe tous les mois pour donner tous les produits chimiques, les produits toxilés, les choses piquantes qu'on ne peut pas mettre à la poubelle. Ils vont être incinérés. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc tu as une petite boîte spéciale où il est facile de faire entrer l'aiguille mais difficile de la faire sortir. Oui, enfin, une bouteille en plastique, là. Une bouteille en plastique. Oui. Et... Ah, c'est une belle bouteille en plastique. Oui, une belle bouteille en plastique d'eau ou de C'est coca ça. ou de n'importe quoi. Et on met toutes les aiguilles dedans. C'est ça. Et ça part, les messieurs de la poubelle te ramassent ça. Voilà. Et ça va à l'incinérateur. Oui, je peux. Ah oui, je pense que ça c'est important. Parce que c'est là qu'ils vont aller. Je pense que tu fais un point très important qu'il ne faut pas acheter ces aiguilles et ces seringues dans la poubelle générale. Tu as tout à fait raison. Et ici, qu'est-ce que tu vas faire? Suppose que tu sois en vacances et que tu n'aies pas de ta petite... en vacances, tu as ta petite boîte. Oui. Non, ici, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ici, je vais les mettre dans une boîte, je vais les ramener chez moi et... Oui. Ton aiguille, tu ne vas pas la piquer dans le petit flacon? Dans le petit flacon. Tu vas attendre que nous allons avoir une bouteille Oui. du coca et la gorge. Ah, voilà. On m'avait dit que C'est ça la avait faute à une Nicole. bon, C'est la faute à Nicole. je voulais pas critiquer devant tout le monde ça. Non. Oui. Oui, je vais la piquer dans la bouteille, comme ça, Oui, on ne se pique pas. c'est formidable. Et Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant que les 5 minutes sont ça passées? fait, tout mettre à la poubelle. Oui. Et tu laisses comme ça? Tu mets pas un petit bandage ou un petit sparadrap ou... Ah non, Ah non, bon, ça coule plus, donc... tout va bien. Tu crois que ça ne sert à rien de mettre un sparadrap au bandage? Non, je dis non. Après avoir bien appuyé, je pense. Tu as plus 5 minutes sûrement, c'est ça qui explique. Mais, enfin, je sais pas, moi si j'appuie pas, ça fait un bleu, donc quand on piquait la fois d'après, c'était un peu... C'est plus difficile, c'est Voilà. plus mal, il faut plus dur.